On y va. 5, 4, 3, 4, 1, start. Donc c'est le quatrième temps de ce chapitre, ici. Voilà, donc l'étude des mouvements, ici sur un support solide, qui vont mettre en évidence les lois de Coulomb du frottement sec. D'accord? Donc grand 4, donc quatrième temps de ce chapitre. Étude des mouvements. Étude des mouvements sur un support solide. Voilà, donc c'est la quatrième famille de mouvements ici en mécanique. On étudie ensemble. Donc je vous rappelle, premier mouvement, les mouvements de chute, deuxième balistique, troisième pendulaire et quatrième, tous les mouvements sur un support solide qui vont mettre en évidence les lois du frottement sec de Coulomb. Donc loi du frottement sec. Loi du frottement sec. Alors ce frottement sec, vous voyez, va s'opposer au frottement fluide. Frottement fluide, c'est l'action à la traînée aérodynamique exercée par l'air sur l'objet. Donc là, loi du frottement sec de Coulomb. Voilà, de Coulomb. Voilà, donc voilà. Ici, quatrième temps de ce chapitre. Et on va d'abord, il faut d'abord en fait modéliser, hein, d'accord, l'action de contact ici entre un solide et un support. D'accord, donc on va modéliser tout d'abord. Donc petit 1, premier temps de ce paragraphe, modélisation, voilà, du contact. Donc on va ici, voilà, étudier le contact entre un support ici qu'on qualifiera de support sigma et le solide. D'accord, donc modélisation du contact avec un support. D'accord, donc avec un support évidemment, support solide. D'accord, donc un support, si je nomme le support sigma. Voilà, donc sigma majuscule. Voilà. Donc pareil, on va placer le cadre de l'étude. Ici, qu'est-ce qu'on va étudier? Typiquement, c'est l'exemple de la boîte de craie. D'accord, la boîte de craie. Non, pardon, excuse-moi. Le bureau, ça va être compliqué de faire ça avec le bureau, avec la table. Voilà, tout simplement avec la table. D'accord, donc je suis pas sûr que vous voyez à distance, hein, mais je vais pas lever la table et vous l'incliner, d'accord? Est-ce que la voix ici à distance ou pas? La voix, super. Donc en fait, l'étude mécanique consiste finalement à prendre un objet, donc ça c'est mon solide, mon mobile, d'accord? Ce solide est repéré finalement par son centre de masse, d'accord? Donc le point G correspondant. Et en fait, on va étudier l'action, d'accord, le mouvement de ce solide sur un plan solide, d'accord? Donc évidemment, il y a un contact entre le solide, d'accord, et le support sigma, d'accord. Il y a, vous savez, deux actions, d'accord. Il y a des actions de contact. Il y a ce qu'on appelle une réaction normale, ouais, c'est-à-dire que le support solide exerce une réaction normale sur le mobile, d'accord. C'est une force qui est orthogonale au plan du support et dirigée du support vers le solide, d'accord. Donc réaction normale, mais également une réaction qui est tangentielle. Si le solide ici se déplace ici de la gauche vers la droite, d'accord, donc il glisse comme ceci, forcément il y a ce qu'on appelle une action tangentielle, il y a une force de frottement sec. Donc ce qu'on appelle réaction du support, d'accord, en physique, la réaction du support, en fait, elle possède deux composantes. Ce que vous appelez réaction du support, les réactions R. La réaction R du support, elle a une composante normale, perpendiculaire au plan du support, d'accord, et une réaction qui est tangentielle, et cette réaction tangentielle, c'est ce qu'on appelle les frottements secs, d'accord. Cette réaction tangentielle, elle va s'opposer au mouvement. D'accord? Et elle va modéliser, vous voyez, cette action mécanique, hein, les frottements secs. D'accord? Et ensuite, on va s'intéresser au cas classique, c'est-à-dire qu'on va prendre ici, non pas un support plan, mais un support incliné. C'est ce que je vais faire ici, je vais représenter un support incliné. Et on va s'intéresser, vous voyez, là, à partir de quel angle alpha, voilà, d'inclinaison, la boîte de craie va-t-elle se mettre à glisser. Donc c'est une expérience qui est classique en physique, à savoir, voilà, il faut être capable de déterminer l'angle d'inclinaison alpha à partir duquel la boîte de craie se met à glisser. Parce qu'en fait, vous voyez que tant que les frottements secs sont suffisamment importants, la boîte de craie ne glisse pas. D'accord? Dès que, ici, on dépasse un angle limite, alpha, et ben, en fait, la boîte de craie va se mettre à glisser. Il y a ce qu'on appelle la phénomène de glissement, c'est ça. Donc là, la boîte de craie ne glisse pas, les frottements secs sont trop importants, ils empêchent le solide de glisser sur le support sigma. Par contre, ici, à partir d'un certain angle alpha, suffisamment important, d'accord, il y aura, donc là, ça, on dit que le solide adhère à la paroi. Il y a ce qu'on appelle une condition d'adhérence. Par contre, là, le solide se met à glisser. Et en fonction des deux cas, selon ici l'étude, ici soit le solide adhère ici au support, soit le solide se met à glisser, il y a deux versions, il y a deux lois ici, enfin deux variantes pour les lois de Coulomb. D'accord? On y va, on note tout ça.
Donc il s'agit de l'étude, on y va, étude ici du mouvement d'un solide S, d'accord? Donc d'un solide, voilà, d'un solide. Alors ce solide pour nous, on est en mécanique du point matériel, ce solide sera repéré par son centre de masse, ici le point G. Donc repéré par son centre de masse, G, voilà. Voilà, donc nous ça intéresse ici le centre de masse G. Voilà. Donc on repère un solide en mouvement sur un support, et ce solide ici va glisser sur un support solide. Donc là, voilà, glissant, voilà, sur un support solide sigma, sur un support solide. Alors ce support solide, voilà, sigma, d'accord, à la vitesse de glissement. Voilà, il y a une vitesse de glissement, on l'a vu ici, donc vitesse de glissement. Donc ça permet de définir la nature du mouvement. Il y a un solide, d'accord, repéré par son centre de masse. Ce solide va glisser sur un support solide. À la vitesse de glissement, cette vitesse de glissement, ça sera la vitesse du point G par rapport à sigma, par rapport au support, d'accord. Donc vitesse du point G par rapport à sigma. Et cette vitesse de glissement, vous voyez, on va donc simplement V indice G minuscule. Voilà, donc j'espère qu'à distance vous voyez ce que j'écris. Donc c'est la vitesse du point G par rapport à sigma, par rapport ici à un repère ici fixé au plan incliné, d'accord? On fera ici le schéma juste après. Et cette vitesse du glissement donne tout simplement V indice G. Alors on fait un schéma de la situation ici à battre. Voilà, donc je reprends, j'aime bien, ici on aime bien en mécanique utiliser ce qu'on appelle les plans inclinés. Ça c'est un plan incliné, ben voilà le support solide. Le support solide sigma en blanc, ça c'est tout ça. Ça c'est le support, ici on peut noter sigma. Voilà, le support ici solide, hein, d'accord, voilà, le plan incliné. On représente voilà, le champ de pesanteur terrestre, supposé constant, voilà, on met de la couleur. On va représenter le solide S qui glisse, donc c'est la boîte de craie, hein. Je prends l'exemple de la boîte de craie, donc je représente ici voilà, la boîte de craie. Cette boîte de craie est repérée par le point G, le centre de masse, donc je prends le centre de cette boîte de craie, voilà. Et en fait, selon cette inclinaison, oui, ce que le plan est incliné d'un angle alpha. Là, c'est l'horizontale et ce plan possède une inclinaison qu'on va noter alpha. L'inclinaison du plan, alpha. Et je vais représenter la vitesse de glissement. Parce que voilà, si vous voyez, hein, si l'angle est suffisamment important, la boîte de craie va se mettre à glisser comme ceci. Hein, d'accord, selon la ligne de plus grande pente. Donc on va avoir une vitesse de glissement. Donc je représente en vert la vitesse de glissement VG. Ça sera en fait la vitesse du point G par rapport à ce qui est en blanc ici. Hein. D'accord, le repère associé au plan incliné sigma. D'accord. Bon. Voilà. Alors ça va me permettre de définir la réaction de support. D'accord, donc je vais commencer en bas. Donc définition. Ça vous l'avez vu au lycée, donc ça permet de la définir. Qu'est-ce que la réaction de support? La réaction de support, elle a deux composants. La composante normale et la composante tangentielle. On y va. Donc on appelle réaction du support. Donc le vecteur R comme réaction, d'accord. Donc réaction du support, voilà. Donc on appelle réaction du support ici. Donc notez pour nous noter R comme réaction. Ça sera la résultante macroscopique des forces de contact, d'accord. Ici la résultante macroscopique des forces de contact. Donc résultante macroscopique. Voilà, des forces de contact. Des forces de contact exercées par le support plan. Donc exercées par ici directement le support sigma. Donc exercé par, attention toujours, exercé par sur, d'accord, exercé par le support sur le solide. Voilà. Donc voilà une définition de la réaction du support. Telle que, ici, voilà, on puisse définir, en fait, telle qu'on puisse décomposer. En fait, on va décomposer la réaction R du support d'une composante normale et tangentielle. Donc j'efface ce titre, j'écris en haut. Donc je vais définir le vecteur R, réaction du support. Voilà. Donc ici, tel que, j'écris en haut R, vecteur R égale vecteur N.
N comme normal, vous voyez, donc R, première lettre du terme réaction, N, première lettre du mot normal, et T, première lettre du mot tangentiel. R égale N plus T, voilà. Ou, voilà, on va préciser directement les deux, ici les deux composantes, N et T, d'accord? Donc la première, N c'est ce qu'on appelle la composante ou la réaction normale du support, donc composante, également qualifiée de réaction normale du support. Voilà. Alors comme son nom l'indique, un normal, au sens mathématique du terme, normal, elle sera orthogonale au support et dirigée du support vers le solide. Donc virgule, orthogonale, donc elle sera orthogonale au support, sigma, orthogonale au support, sigma, et dirigée, alors elle sera dirigée ici du support, du plan incliné ici, du support vers le solide, et dirigée, alors je vais passer ici, sinon je vais voir, et dirigée, voilà, du support vers, donc support sigma, vers le solide. Voilà. Ok. Donc N, c'est la première composante de la réaction, qu'on appelle la réaction ou la composante normale, ici, du support, réaction normale du support. Voilà. Orthogonale au support sigma est dirigée du support vers le solide. Donc on y va, on va représenter sur le schéma cette réaction normale, on va faire un premier vecteur, ici je vais mettre en bleu, réaction normale du support, donc elle est orthogonale au support, dirigée du support vers le solide, d'accord? Donc je vais faire ici, vous voyez ce vecteur, alors c'est une action de contact, d'accord? Je prends un contact supposé ponctuel ici, à l'aplomb de G, je place à l'aplomb de G, ça va passer par G, et je vais dessiner un vecteur N. Ça c'est ici les réactions normales, donc je mets un angle droit ici, la réaction normale du support. Okay, sur le plan incliné, d'accord? Plan incliné selon lequel le solide va glisser à la vitesse de glissement VG. Donc première composante, première réaction, la réaction normale du support. Alors, je vais également mettre en remarque ce qu'on appelle la condition de décollage. Oui, dans certains exercices, on va étudier des situations où l'objet risque de décoller du support. Ça peut arriver quand vous posez quelque chose ici sur un support en mouvement, il se peut que voilà, l'objet se mette à décoller du support. D'accord? Ça, en fait, l'on dit que l'objet décolle du support dès lors que la réaction normale s'annule. C'est la condition de décollage. D'accord? Donc ici, je vais noter en remarque la condition de décollage. Alors attention, condition de décollage. Par exemple, il va ici décoller, ensuite il va revenir sur le support. D'accord? Donc condition de décollage, entre guillemets. La condition de décollage, ici, du solide, se traduit par une réaction normale nulle. D'accord? Se traduit par, voilà, n égale un vecteur nul. D'accord? Donc on verra ensemble ici, typiquement, c'est un exercice où on met souvenir, vous avez peut-être des peluches sur la plage arrière de votre voiture, votre voiture prend ici un dodane, votre peluche ou la bestiole dont sa tête bouge à chaque instant décolle de la plage arrière. Donc lui, c'est conditions de décollage d'un objet sur un support plan solide. Bon, voilà. Donc conditions de décollage, entre guillemets, c'est des cas particuliers, d'accord, ou des exemples un peu plus particuliers. D'accord? Bien. Donc première composante, la composante ici normale, la réaction normale du support, orthogonale au support et dirigée du support vers le solide. Ça va? La seconde, c'est T, pardon. Et la composante ou la réaction tangentielle. Donc composante ou réaction tangentielle. Donc composante ou réaction tangentielle, ici du support. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est, voilà, cette réaction tangentielle s'oppose au mouvement. D'accord? Ici, donc opposé, voilà. Opposé au mouvement, d'accord? C'est-à-dire que voilà, si on a une vitesse de glissement qui est dirigée comme ceci, donc le mobile se déplace ici vers le bas, on aura une réaction tangentielle qui sera dirigée dans le sens opposé. Donc opposé au mouvement, d'accord? C'est-à-dire que cette réaction tangentielle aura la même direction que le vecteur VG, mais de sens opposé, d'accord?
Et surtout, plus important, elle modélise les frottements secs. Voilà, c'est ça en fait. C'est la composante tangentielle qui modélise les frottements secs entre le solide et le support. D'accord? Et modélise les frottements secs, d'accord, entre les deux solides. Et modélise les frottements secs entre le support sigma et le solide. Voilà, donc cette force est très importante. Voilà. On aura toujours le vecteur T différent du vecteur nul, sauf sur une route purement verglacée. Où là, c'est un peu plus problématique, vous le savez, d'accord? Donc là, forcément, les frottements secs, ici, ça tend vers 0. Donc là, on aura toujours, je note ici, hein, on aura toujours, ici, vecteur T, donc ici, on aura toujours en fait des frottements secs, hein, sauf sur une route purement verglacée où il n'y a aucun point d'accroche, aucun point d'adhérence. Donc sauf, voilà, je note en dessous, j'espère que vous verrez. Donc je note, pour ceux qui sont en distance, on aura toujours en fait finalement des frottements secs, d'accord, donc un vecteur T ici différent du vecteur nul, sauf pour une route ici qui sera purement, totalement verglacée, sans aucun point d'accroche, aucun point d'adhérence, d'accord, une patinoire, d'accord, voilà. Donc T, alors T également je le représentais sur le schéma, également en bleu, donc T ça modélise les frottements secs entre le support et les solides, il s'oppose au mouvement, donc forcément je vais dans le sens opposé à la vitesse de glissement, et je vais représenter de manière arbitraire cette longueur-là. Alors vous allez me dire, monsieur, mais quelle longueur vous prenez pour N et T? Ben, on a des lois, et juste après, ce qu'on appelle les lois de Coulomb, qui vont nous donner une relation entre les normes des deux composantes N et T. Donc là, je représentais T, ici, la réaction tangentielle, d'accord? La réaction tangentielle du support, qui modélise les frottements secs et s'oppose au mouvement. Vous voyez le mouvement ici, comme ceci, donc forcément frottement sec dirigé ici en sens opposé. Et ça permet de faire une somme vectorielle, vous voyez, on fait une somme vectorielle pour avoir ici R égale N plus T, donc là j'aurai ici R qui sera comme ceci. R égale N plus T. Donc je répète, hein, pour ceux qui sont en distance, ici longueur arbitraire, hein, ici le vecteur N et T, il faut pour cela connaître les lois de Coulomb, d'accord, que je vais préciser juste après, pour avoir une relation entre les normes ici de N et de T. D'accord? Voilà. Donc c'est le but du deuxième paragraphe. En effet. Donc là on a une étude qui est descriptive. Étude descriptive des actions de contact entre un solide et le support sigma. Maintenant on va établir, vous voyez, une relation entre les normes. En fait il y a des relations entre les normes des réactions normales et tangentielles. On y va. C'est ce qu'on appelle les lois phénoménologiques de Coulomb. D'accord? Donc petit 2. Loi phénoménologique. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce ne sont pas des lois à portée universelle. Tout comme le PFD, deuxième loi de Newton, hein, somme des forces égale ma, a une portée universelle. Là, c'est une loi phénoménologique. Elle est issue de l'expérience et permet de décrire de manière ici empirique les contacts entre les solides. D'accord? Ce ne sont pas des lois à portée universelle, mais elles donnent des bons ordres de grandeur et reflètent à peu près ce qui se passe d'un point de vue expérimental quand on vu le contact solide-solide. Donc, loi, attention, phénoménologique. D'accord? Loi phénoménologique, il faut le dire doucement, de Coulomb. D'accord? Ce sont les lois de Coulomb du frottement sec. De Coulomb du frottement sec. Voilà. Alors ça pour vous c'est une nouveauté parce que voilà, ce qu'on a vu juste avant, peut-être vous l'avez sûrement vu l'année dernière en mécanique, hein, l'étude descriptive des réactions normales et tangentielles du support. Maintenant ça par contre c'est ce qu'il faut maîtriser. Parce que là on aura une équation et une équation qu'il faut connaître dès lors qu'il y aura l'étude ici sur la déploiement clinique. C'est-à-dire que là en exercice, on va aller plus loin. On va pas prendre une boîte de clés, on va prendre un skieur. Oui, c'est la saison, enfin la saison, c'est pas cette année, mais d'accord, c'est la saison, le ski de vitesse. Vous allez avoir en plus du poids de la réaction normale, réaction tangentielle frottement sec, vous allez avoir des frottements fluides. Frottements fluides d'autant plus importants que vous avez vu sur piste noire, d'accord? Donc attention, ça sera un exercice du TD, on aura un plan incliné, et on aura le poids, réaction normale, réaction tangentielle, frottements fluides qui vont s'exercer pour essayer de déterminer la vitesse limite, hein, d'accord, du skieur en bout de piste. D'accord? Donc là, il y a deux cas finalement. Il y a deux cas. En fait, premier cas, s'il y a glissement, c'est-à-dire que si l'objet, si le solide, si la boîte de clé
est effectivement en mouvement par rapport à sigma. Donc dans le cas du glissement, il y a une première version des lois de Coulomb. Donc premier cas figure, ici, premier cas, si la vitesse de glissement est non nulle. Donc si la vitesse de glissement est non nulle, c'est-à-dire que le vecteur VG est différent de 0, donc si la vitesse de glissement est non nulle, voilà, c'est-à-dire que je mets entre parenthèses le fait que le vecteur VG différent du vecteur nul, il y a effectivement glissement. Il y a glissement. Bon, voilà, je me répète, mais c'est important de le dire quand même. Donc, c'est-à-dire que le solide, alors quand je dis qu'il y a glissement, c'est-à-dire que le solide glisse sur ici le plan incliné. J'ai pris un plan incliné. D'accord? Voilà. Bon. Donc le solide glisse. Et s'il y a glissement, deux points, qu'est-ce qui se passe? Première chose, ce qu'on va rappeler, c'est que le vecteur T, la force de frottement sec, est collinaire à VG. Donc le vecteur T, donc le vecteur force T est collinaire. On le voit sur le graphique, sur le schéma, je vous le dis, les vecteurs T et VG sont collinaires. On va quand même le rappeler, est collinaire à VG. Ça veut dire que le produit vectoriel entre T et VG est nul. Ça va? Donc dire que deux vecteurs sont collinaires, ça signifie que leur produit vectoriel est nul. Donc deux points, T vectoriel VG égale vecteur nul. Première propriété, s'il y a glissement, ici, la force de frottement sec, ici, la réaction de temps du support est collinaire à la vitesse de glissement. Deuxième constat, le vecteur ici, T, s'oppose au mouvement. Donc le vecteur force, T, le vecteur ici, T, il s'oppose au mouvement. C'est-à-dire que nous, on l'a vu sur le schéma, ici, le vecteur T, ici, sera opposé à la vitesse de glissement VG. C'est-à-dire que quand on effectue le produit scalaire entre les vecteurs T et VG, on aura un résultat scalaire négatif. Donc là, on aura T scalaire VG négatif. Donc je répète, attention, point mathématique, de vecteurs collinaires vous donne un produit vectoriel nul, vecteur nul. Deux vecteurs collinaires mais qui s'opposent, deux vecteurs opposés vous donnent un produit scalaire négatif. Un produit scalaire vous retourne un scalaire, je mets 0, c'est négatif. On a deux vecteurs ici opposés. D'accord? Bien. Et surtout, le plus important ici de la Coulomb, c'est-à-dire que bon, ça ce sont des. Voilà, on ne fait que traduire mathématiquement ce qu'on a sur notre schéma. Ce qui est important, c'est qu'en fait, voilà, il va exister ce qu'on appelle un paramètre, un coefficient de frottement dynamique tel que la norme de T soit proportionnelle à la norme de N. Donc le plus important, il arrive, troisième point. Dans le cas d'un glissement, s'il y a glissement de la boîte de clé sur le plan incliné, il existe un paramètre sans dimension. Donc il existe un paramètre noté F, indice D. F comme frottement, D comme dynamique. Pourquoi dynamique? Ça bouge, il y a glissement. D'accord? Donc F comme frottement, D comme dynamique, un paramètre FD sans dimension. Sans dimension. Voilà. Appelé, ce qu'on a ici, appelé coefficient de frottement dynamique. Appelé coefficient de frottement dynamique. Et plus les frottements sont importants, plus ce coefficient le sera également. D'accord? Donc coefficient de frottement dynamique. Voilà. Tel que, alors ça, par cœur, c'est très important. Si le solide glisse sur le support, d'accord, par exemple de la boîte de clé, le plan incliné, l'angle suffisamment important, il se passe quoi? Il se passe le fait que voilà, la norme de T, donc la norme du vecteur T, est égale à F, d'accord, FD, le centre frottement dynamique, fois la norme de N. C'est-à-dire, souvent ce que je réécris habituellement, c'est que T, je notais T, la norme du vecteur T, T égale Fn. Donc T égale FDN. T égale FDN. Voilà. Donc j'encadre ici, et je précise bien juste avant que T est la norme du vecteur T, N étant la norme du vecteur N. D'accord? Bien. Ça c'est le premier cas. Premier cas de figure, s'il y a glissement, c'est ici la boîte de clé, la boîte de clé glisse sur le support. Mais en fait, il y a une relation de proportionnalité entre les normes T et N. Et cette relation de proportionnalité est telle que T égale FD. Donc on a une relation, mais il faut qu'il y ait glissement.
Ça sera quasiment le cas pour inscrire sur une piste noire, d'accord? Il va glisser, donc on aura une relation entre les composantes normales et tangentielles de la relation de support, telles que T égale FDN. Et plus les frottements sont importants, plus les frottements sont importants, d'accord, dans le cas d'un glissement, d'accord, le cas dynamique. Ça, c'est le premier cas. Dans tous les autres cas, votre objet ne va pas glisser, il va adhérer. Comme tout à l'heure, la boîte de craie, elle adhère au plan, elle ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que dans tous les autres cas où les frottements secs sont suffisamment importants pour empêcher le glissement, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a une relation, non pas d'égalité, mais on aura une inéquation. T sera inférieur strictement à Fsn. Fs, c'est quoi? Coefficient de frottement statique, parce que le solide ne va pas bouger, c'est ce qu'on appelle une condition d'adhérence. D'accord? Donc deuxième et dernier cas de figure, pour la partie courbe, dans tous les autres cas, où les frottements secs empêchent, le mouvement du solide sur le support, les frottements secs, d'accord, j'insiste bien ici sur les frottements secs, et ces frottements secs sont suffisamment importants pour empêcher tout mouvement du solide sur sigma. D'accord? Ici, empêche. Ici, tout mouvement du solide, voilà, sur le support. Donc dans tous les autres cas où les frottements secs empêchent ici tout mouvement du solide par rapport au support, c'est-à-dire qu'il y a absence de glissement. C'est-à-dire que la vitesse de glissement est nulle. Absence de glissement, c'est-à-dire la vitesse de glissement ici sera égale à 0. Ben, dans tous ces autres cas, il existe un paramètre Fs sans dimension. Dans tous les autres cas, il existe un paramètre Fs sans dimension. Donc je reprends la même phrase que précédemment. Cette fois-ci, je mets un S. S pour statique. Donc pareil, ça je n'ai pas trop effacé ici pour prendre la même phrase. Donc sans dimension, appelé coefficient de frottement statique, appelé coefficient ici de frottement statique, appelé coefficient de frottement ici statique, voilà, et après tel que, voilà, je définis ma relation qui va caractériser ce qu'on appelle la condition, voilà. On va définir ensemble la condition d'adhérence d'un solide sur un support. D'accord, donc ça, c'est très important. Tel que, ben là directement, je vais donner T inférieur strictement à FSL. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc les exos du skieur, les exos sur les avalanches. Les cassés sur les avalanches également. Je remets la fiche de TD sur ça, sur la dynamique du point. Exos sur les avalanches où là, tant que les frottements secs sont suffisamment importants, le bloc de glace ne va pas glisser. Donc on aura une relation entre norme de T et norme de N telle que T inférieur strictement à FSN. D'accord? Ça c'est important. Et ça c'est ce que j'appelle la condition d'adhérence. Voilà. Donc si je veux parler en TD ou en exo, juste après, on va faire un exo sur ça tout de suite. Ce qu'on appelle la condition d'adhérence. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Condition d'adhérence. Et ça a plein d'applications dans la vie quotidienne. On a tous des mouvements quand on marche, quand on roule, quand on skie ou n'importe. On a tous ici été confrontés à des frottements secs, d'accord? Et ces lois de Coulomb permettent de traduire, de mettre des équations sur ces frottements secs, d'accord? Condition d'adhérence ici, très important, d'accord? Deux petites remarques quand même avant de passer à l'exo sur ici ces coefficients de frottement. Ce qu'il faut savoir, ça ce sera très vite pour votre DIPE. Dès que vous aurez une expérience de physique ou d'avoir des frottements secs, il va falloir les modéliser, faire appel à ces lois de Coulomb et introduire des paramètres ici expérimentaux. Oui, les coefficients de frottement Fs et Ld sont des paramètres expérimentaux. Et la difficulté, c'est qu'ils dépendent de pas mal de paramètres. Ces lois de frottement, vous le savez, hein, quand vous roulez ici sur chaussée, c'est pas la même chose de rouler sur une chaussée sèche, d'accord, sur une chaussée humide, détrempée. Donc ça dépend des conditions de pression, température, d'humidité, de l'état du revêtement, l'état de surface. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et ça peut être déterminé notamment expérimentalement. Ce ne sont pas des lois universelles. Ces coefficients de frottement sont des paramètres expérimentaux. C'est ce qu'on appelle le domaine de la tribologie. On détermine ces paramètres de manière expérimentale.
Donc ça, je vous note en remarque. D'accord, remarque ces coefficients de frottement sec. D'accord, certains seront amenés à les étudier entre les IPE. Donc remarque. Remarque. Voilà. Première remarque sur ces coefficients de frottement sec. Les coefficients, ici, les coefficients de frottement sec, FSFD, les coefficients de frottement, ici donc FD pour dynamique et FS pour statique, sont des paramètres ici expérimentaux. Donc ce sont des paramètres expérimentaux que vous déterminez ici. Voilà, ce sont des paramètres expérimentaux qui dépendent, voilà, des conditions de température, pression, humidité, qui dépendent des conditions de... Alors je peux mettre T parce que T, bah, non, c'est pas grave, T c'est quoi? C'est la norme de la réaction tangentielle du support. Donc j'ai marqué en toutes lettres hein, des conditions de température, conditions de pression, conditions d'humidité. Oui. Voilà, ça c'est pour les paramètres ici, hein, le plus important. L'état de surface aussi, l'état de surface, la rugosité, voilà, etc. Ok. Ensuite, ce qu'il faut savoir de manière générale, ces paramètres expérimentaux, tels que, ils sont souvent compris entre 0 et 1, ici, donc souvent compris entre 0 et 1. Donc FS et FD appartiennent à l'intervalle 0,1, d'accord, 0 et 1, a priori exclu, d'accord, 0 et 1. Donc FS et FD ici. En manière générale, il y a une relation entre les deux, d'accord, coefficient de frottement dynamique, voilà, est souvent inférieur au coefficient de frottement statique, d'accord, quelquefois il est égal, mais en exo, d'accord, rassurez-vous, donc en exercice, mais souvent, alors là, il faudra bien lire l'énoncé. Souvent, l'énoncé, alors sauf si on vous demande d'étudier ce qu'on appelle un hystérésis de frottement ou un sujet plus particulier, certains connaissent peut-être le stick slip, d'accord? Bon, non? Si, ah bah oui, je me disais bien. Ça fait 4 ans, 5 ans que ça me suit tout ça? Ouais, ça fait 5e année. Bon, bien. Alors, mais en fait, souvent on posera les deux comme étant égaux. Hein. Souvent, on verrait FD égale à FS égale, directement égal, d'accord? Donc ça dépend de l'énoncé. Donc ça, c'est attention, lisez bien l'énoncé du sujet, de l'exercice. Est-ce qu'on fait la distinction entre les deux? Entre le coefficient de frottement statique et dynamique, ou est-ce qu'on prend les deux égaux à une même grandeur? Donc ça, il faudra bien l'énoncer, savoir ce qu'il en est. D'accord? Et évidemment, je l'ai dit plusieurs fois à l'oral, mais on le note, plus les frottements sont importants, et plus les coefficients le sont également. Plus, voilà, les coefs, ici FS et FD, le sont également. Voilà, plus ils le sont également. Voilà. Oui. FS, c'est des statiques. Statiques. Ouais, FS, c'est-à-dire que. On est dans cette situation-là où, dans tous les autres cas où les frottements secs empêchent le mouvement, il existe une relation, non pas une équation, mais une relation d'ordre, telle que T inférieur à FSM. D'accord? Où FS est le plan de frottement statique entre la boîte de craie et ici la table, le plan incliné. D'accord? Et ça, c'est déterminé expérimentalement. Et d'ailleurs, bien, belle transition, Clara, super! Comparaison du modèle à l'expérience, on y va. Ça sert à quoi ça? C'est-à-dire à modéliser notamment les frottements secs liés à la composante tangentielle, à la composante support. Mais surtout, là, toujours la question, on peut vous poser en colle en fait son cours, à partir de quel angle alpha la boîte de craie se met-elle à glisser? Donc certains connaissent peut-être, on va montrer que voilà, dès que alpha supérieur ou égal à arc tangent de Fs, la boîte de craie va se mettre en mouvement. Donc là, il faut déterminer l'angle alpha à partir duquel la boîte de craie va se mettre en mouvement. C'est-à-dire ici. Voilà. On y va? Donc là, c'est un bon problème. Comparaison du modèle à l'expérience, 3e dernier temps. Ça fait office de TD. Parce que ça, la démarche qu'on va avoir, on va la reprendre dans les avalanches. Des avalanches, à partir de quel angle alpha va-t-on avoir ici amplification du phénomène?
détachement du bloc de neige et de glace qui vont mener à une avalanche. D'accord? Donc là, on y va, c'est le troisième temps. D'accord? Je mets dans le cours, c'est partie d'un exo. Ça, je le garde parce que j'en ai besoin. Je vais passer là-haut. Donc, troisième dernier temps de ce cours de dynamique du poids matériel. Comparaison modèle-expérience, ici, ou application du modèle, que l'on vient de présenter. Voilà. Comparaison modèle-expérience. Donc en quoi ces lois de Coulomb du frottement sec vont-elles nous permettre à déterminer à partir de quel angle alpha, ici, la boîte de Crée se met à bouger. Donc ces clés sont simples. Petite résolution de problème. Donc petit problème. À partir de quel angle alpha? À partir de quel angle alpha, ici? Donc j'ai bien, à partir de quel angle alpha ici, la boîte de Crée se met-elle à glisser sur le plan incliné, ici, sigma. Donc la table, ici, la boîte de Crée, voilà, se met-elle à glisser. Donc on cherche l'angle ici, alpha, à partir duquel la boîte de Crée se met-elle à glisser, ici, sur le plan incliné, donc la table. Voilà. Bon. Et on ne vous donne rien de plus. On a une phrase, donc petite raison de problème. Alors comme vous savez, en raison de problème, vous avez fait plein au lycée, faire un schéma d'association, les hypothèses du modèle, système, référentiel, bilan des forces, poser des équations, et il faut déterminer l'angle alpha, d'accord, et vérifier la cohérence du résultat, d'accord, et avoir un regard critique sur ce qu'on obtient. D'accord? Bien. Alors, bon, allez, tiens, j'ai oublié de faire l'appel ce matin, j'ai pas prévu que je l'appelle. Je vais demander à ceux qui sont en distance, s'ils ont une idée. Tiens, je demande à Tristan. Tristan qui est à distance. Bonjour Tristan. Bonjour Tristan. Alors, dis-moi, par quoi tu commencerais ici pour résoudre ce problème? Oui. Alors, tu l'as sous les yeux. Tu l'as ici. Très bien. Ouais, voilà. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Le schéma. On fait le schéma de la situation. D'accord? Donc, ce schéma-là, le plan incliné et la boîte de Crée. D'accord? Ce schéma qui est ici. Maintenant, donc ce schéma, on va le garder sous la main. Qu'est-ce qu'il faut rajouter ici sur ce schéma, Tristan? Ouais, alors l'angle alpha limite, c'est l'angle qu'on va déterminer. On va déterminer l'expression littérale de l'angle alpha à partir duquel, ouais, à partir d'un certain angle alpha, le boîte de Crée va se mettre à glisser. Ça, on va le déterminer grâce à nos équations. Mais il manque quelque chose sur le schéma. Ah, Abdul Rahimi a une idée? Le système. Alors le système. Je ne l'ai pas noté, mais je commençais par ça, tiens, ouais. Raison de problème en définissant le système, il est ici, le point G. Le système, ce sera le point G. On y va, donc système étudié, le point G. On y va, donc système. Donc un point matériel de masse M, d'accord, ou la boîte de Crée, donc le solide en fait, la boîte de Crée, ici, est repérée par son centre de masse. Elle est repérée. Oui? Oui, dis-moi. Tu y es presque, ce que tu me proposes, c'est un bilan des forces. Mais en fait, ce bilan des forces, il est incomplet en fait. D'accord? Donc la boîte de Crée est repérée par son centre de masse. Et en fait, oui, en effet, je vois ce que tu me proposes. Hein. C'est le bilan des forces. Donc référentiel terrestre, supposé galiléen. Il manquait pas mal de choses en fait. Vous voyez tout ce qui manque, une force. Le poids, ben oui, le poids, bien vu, merci Adam. Le poids, il faut rajouter le poids. Je vais mettre en bleu, j'ai mis en bleu toutes les forces. Je mets en bleu toutes les forces. Le poids, Adam, ici présent, le poids s'applique en quel point? G. Ouais, le poids s'applique au centre de masse. Donc là, attention, pour ceux qui sont à distance ou ceux qui sont présents, le poids, vous l'appliquez au centre de masse vertical descendant. Donc comme ceci, hein. On arrête, là, et je mets le poids. Et surtout, mettez le poids ici à gauche. Mettez la lettre P à gauche. Je vais placer mon angle alpha. Non, ça va être brouillon, donc mettez ici la lettre P à gauche de la flèche, parce que vous le mettez là, ça va se coincer avec votre angle alpha qui sera ici. D'accord? Donc le poids. Donc dans le bilan des forces, en effet,
Alors il manquait une force et surtout il manque un repérage cartésien. Alors, bon, déjà je vous donne la réponse, mais est-ce que vous voyez tous qu'il faut un repère cartésien? Alors, soit l'énoncé vous fournit le schéma, vous fournit la base cartésienne, soit ne vous donne rien et ça vous placez le repérage cartésien. Surtout, ne faites pas l'erreur, je vais faire l'erreur, de faire ça. Tac, ici. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, on est d'accord. Ne faites pas ça pour un plan incliné. Ne placez pas votre axe OX selon l'horizontale, sachant que votre objet est en mouvement selon cette direction-là. Ne placez pas votre axe OX comme si l'axe EY vertical, parce que EX et EY sont orthogonaux. D'accord? Ne faites pas ça pour un plan incliné. Ce que vous devez faire, j'espère que vous l'avez vu à distance, l'erreur à ne pas faire. Ne placez pas l'axe OX comme si selon l'horizontale. Il faut placer votre axe OX selon la ligne de plus grande pente, toujours. D'accord? Donc ça, j'efface. C'est faux, 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 faux. On va placer, bon, ça va faire là, ça va faire. Ici, un système, voilà, les vecteurs unitaires. J'ai placé mon origine ici. Je passe mon origine ici, au point d'arrivée, ici, ce point-là. Je vais placer EX, voilà. Placez toujours, erreur fréquente, quand on a un plan incliné. D'accord? Alors, sauf si on vous l'impose, il faut travailler avec l'orgrapha. Mais si on ne l'impose pas, mais souvent on pose ici, hein, vous voyez l'axe OX selon la ligne de plus grande pente. Et ici, je vais placer Y comme ceci. D'accord? Donc, placez votre base cartésienne. Donc, on rajoute repérage cartésien. Donc, repérage cartésien. Donc, repérage cartésien. Avec, je note, l'axe OX selon la pente. L'axe OX selon la pente. Alors, je dis l'axe OX, c'est la direction. Hein. La direction de l'axe OX selon la pente. La pente du plan, je l'ai noté, ouais, sigma, ici. La pente du plan incliné. D'accord? Ok, donc selon la pente du plan. Bien. Donc, système référentiel, repérage cartésien, faites attention en jaune. D'accord? De bien faire apparaître votre axe OX selon la pente. Ok, bilan des forces. Alors, bilan des forces, bon, ici c'est facile, très rapide. On a ici, on va peut-être le faire tout de suite. Ouais. Ou on attend, comme vous voulez. On a N, alors on a N, T, P. Réaction normale, tangentielle et le point. Alors, je vais peut-être mettre en toutes lettres comme ça, c'est un peu trop rapide, je vais vous faire en toutes lettres. Ici, donc le poids P, d'accord? Le poids P. La réaction normale du support. Donc la réaction normale du support N. Bon, on écrit en toutes lettres quand même pour la première fois. Et la réaction tangentielle. Donc N pour normal, T pour tangentielle. Voilà. Du support. On précise dans le bilan des forces que là, cette fois-ci, hein, la vitesse de la boîte de clé étant suffisamment faible, on peut négliger l'action de l'air. Sur l'objet, on peut négliger les frottements fluides. Ce ne sera pas le cas pour un skieur. Vous le savez bien, d'accord, pour un skieur, on ne pourra pas négliger l'action de la traînée aérodynamique. Donc là, on néglige, d'accord, on néglige les frottements fluides. Là, ce sont les frottements secs. Je rappelle, T, je mets entre parenthèses, ici, elle modélise les frottements secs. D'accord? Ici, la réaction tangentielle modélise les frottements secs. Bon. Et on précise quand même, ici, que l'on néglige les frottements fluides. Donc l'action mécanique exercée par l'air sur l'objet. Donc on néglige les frottements fluides. Donc pas de modèle de socle, c'est pas le mode de Venturi ici. Pas pour une boîte de crayon. D'accord? Ok, merci. Bien. Donc bilan des forces. Ok. Alors, là, c'est là qu'il faut poser les équations. Et les poser de manière judicieuse pour aboutir à l'angle alpha, à partir duquel la boîte de craie se met à glisser le long du support. Bon, ça, il faut réfléchir. Réfléchir et minimiser les calculs. Minimiser les calculs. Bon. Ici. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, je vais quand même vous guider, à moins que vous ayez une idée, ici, comme ceci, pour déterminer l'angle alpha à partir duquel la boîte de craie se met à glisser. En fait, il y a deux approches. Il y a une approche qui sera dynamique. Qui dit approche dynamique, mais on verra en télé, sera un peu plus compliqué, forcément, parce qu'on aura masse ou accélération, la somme des forces extérieures. Ou une approche statique. J'ai privilégié une approche statique, avec une condition d'adhérence, en deux étapes. Ce sera beaucoup plus simple. Pourquoi beaucoup plus simple? Une approche statique m'implique que
la boîte de craie équimolue. C'est-à-dire que je prends le cas où la boîte de craie adhère au support, on a un équilibre mécanique. Ce sera beaucoup plus simple à manipuler. D'accord? Une somme des forces égale vecteur nul. Et ensuite, je traduis la convention d'adhérence. Donc, deux étapes. Première étape, je me place dans le cas statique. Première étape, je traduis la condition d'équilibre mécanique. C'est-à-dire que je suis dans le cas où la boîte de craie ne bouge pas. Condition d'équilibre mécanique, P plus N plus T égale vecteur nul. Ok. J'aurai un système de deux équations que je projette dans la base cartésienne, EX, EY. Ensuite, condition d'adhérence. Ben oui. Condition d'adhérence. Les frottements secs sont suffisamment importants pour empêcher le mouvement de la boîte de craie sur le plan incliné. Condition d'adhérence, T inférieur à FSN. Voilà, donc là j'aurai l'angle alpha. C'est-à-dire que tant que alpha va vérifier une condition, la boîte de craie ne glissera pas. Bah, il suffit de traduire la condition inverse. Dès que alpha sera supérieur à la valeur précédente, la boîte de craie se mettra à glisser. C'est bon pour tout le monde. Il sera plus simple pour vous d'étudier le cas statique dans un premier temps, l'équilibre mécanique, parce que vous ne saurez pas traduire M en point et intégrer une fois et deux fois par rapport au temps pendant les équations à mouvement. Ça, on le fera en TD. Première approche simple, on y va. Allez Yann, on y va, on fait ensemble. Première étape, on traduit la condition d'équilibre mécanique. Allez, qu'est-ce que tu nous proposes Yann? Première étape, je t'écoute, nous t'écoutons. On traduit la condition d'équilibre mécanique. Ouais, égal à quoi? Donc équilibre égale 0, vecteur nul. Très bien. Donc ici, on traduit la condition d'équilibre mécanique. 3 forces en présence, poids plus réaction normale plus réaction tangentielle égale au vecteur nul. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et ça, cette équation vectorielle, qu'est-ce que vous faites? Vous la projetez dans la base cartésienne. C'est là que ça va se compliquer pour nous. Ici, que l'on projette dans la base cartésienne. Pourquoi? Parce que le mouvement a lieu selon l'axe ou X. Donc on projette dans la base cartésienne. Dans la base cartésienne. Bon, alors. Là, ce que je vais faire directement, c'est donner mes vecteurs colonnes. J'aime bien faire ça. Je vais faire le poids en dernier. Ce qu'il faut savoir, c'est le poids. Le poids va vous poser un problème pour le projeter selon la base cartésienne. Par contre, je pense que la réaction normale et la réaction tangentielle ne vont pas vous poser de problème. J'espère. D'accord? Allez, on y va. Je vais demander, tiens, à Théo Valzac, à distance. Est-ce que tu me reçois? Alors. Hein? Ouais, bonjour Théo. Est-ce que tu pourrais me projeter, allez, rapidement, les vecteurs n et t dans la base cartésienne? Donc je vais commencer par n. Donc ici on regarde le schéma, vecteur n, réaction normale du support. Ouais, très bien. C'est-à-dire que le vecteur n n'a de composantes que selon l'axe OY. Pas de composantes selon x, ou composantes selon x, mais uniquement selon y. Très bien. Pour le vecteur t, réaction tangentielle du support, quand on projette dans la base cartésienne t, attention, oui, composante uniquement selon l'axe OX. Très bien. D'accord? Donc on y va. Donc il faudra faire attention, je vais commencer par n, réaction dans le support, composante selon OY. Donc rien selon x et n selon OY. Pour t, attention, réaction tangentielle du support, on a t selon, attention, parce que j'ai placé mon axe OX et vecteur EX dans ce sens-là. Si je place ma base cartésienne comme ceci, avec EX descendant, j'aurai moins t. On fera un exemple inverse. Si je place EX vertical comme ceci, dans cette direction-là, j'aurai moins t. Là, c'est pas le cas, j'ai plus t et j'ai 0 selon y. Ok. Ah, le plus intéressant, le poids. Tac, égal à 0, et je vais faire à côté. Là, il faut qu'on le fasse ensemble. P scalaire EX. P scalaire Y. Allez. Je vais demander à Thomas Lespileste. Bonjour Thomas. Après, c'est pour toi Thomas, après. Promis. Thomas Lespilette. Allô, allô. Hop. Après, c'est un problème de micro, Thomas, tu le dis. Sur le son textuel, qu'on regarde ensemble. Je rappelle mon staff technique. Thomas. Rien? Dis pas? Dis rien? Ah Thomas, c'est bon, je t'entends Thomas.
de chance, très bien. C'est bon. Alors, le point délicat est là, et pourtant le point délicat est là pour tout le monde. Projeter le poids dans la masse cartésienne. Bon, certains savent le faire, faites-le. Mais je pense que pour certains, là, ça vous pose problème parce que là, vous voyez, on va projeter ce vecteur-là selon, donner selon x et selon y. Et le poids, il est vertical descendant. Et l'axe OX, c'est selon la ligne de la pente, hein, selon la pente du plan incliné. Là, il y a un problème. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de replacer l'angle alpha. Donc Thomas reste en ligne, hein, 2 secondes. Donc ce que vous allez faire, vous allez projeter cette direction orthogonale au plan, passant par N. Vous allez prolonger cette direction. On prolonge cette direction. Là, j'ai un angle droit, je vous rappelle. J'ai un angle droit, je vous prolonge cette direction. Bon. Alors, est-ce que tout le monde voit que l'angle alpha que j'ai là, cet angle alpha, je le retrouve là? Vous pouvez me dire non. Non? Très bien, très bien. Alors pourquoi? On y va. Vous prolongez ça, c'est fait pour tout le monde. Maintenant, vous prolongez la direction de P. On prolonge la direction de P. Je place un angle droit ici. C'est bon? Alors, j'essaie d'expliquer lentement, pour ceux qui sont en distance. Il faut que tout le monde soit en phase. Il faut qu'on soit en phase. Alors, je vais me placer dans ce triangle rectangle-là. Tac, tac, tac. Je répète, dans ce triangle ici, rectangle. Tac, tac, ici. Alors attention, j'en ai un deuxième, parce que là, ce qu'il faudra, c'est relever cet angle-là. Donc j'anticipe. Il va falloir relever cet angle-là. Là, j'ai un angle de pi sur 2. D'accord? Et ce qu'il va falloir faire également, c'est cet angle, ici. D'accord? Alpha. Là, j'ai un angle de pi sur 2. Là, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, est-ce que vous voyez également un angle droit qui intervient ici? Je remets un angle droit ici. Ça va? Donc je remets un angle droit là, là, là. C'est lié à ça. Donc je prolonge la direction de N. Bon. J'ai l'angle alpha qui est là. J'ai pi sur 2. Mon sigma est mal placé. Je vais faire mon sigma est mal placé. Donc j'ai pas mon sigma. Je reprends ici l'horizontale. Je prolonge. Donc je mets sigma un peu plus loin. Voilà, compte tenu de mon angle droit, alpha. Est-ce que tout le monde voit que cet angle-là vaut pi sur 2 moins alpha? C'est bon pour tout le monde? Là, cet angle-là, ici, j'aurai pi sur 2 moins alpha. Je me place dans quel triangle rectangle? Donc, celui-ci. Tac, tac, tac. Somme des angles égale 180 degrés. D'accord? 180 degrés pour les sommes des 3 angles. Là, j'ai alpha, pi sur 2. Donc, forcément, là, j'ai ici du pi sur 2 moins alpha. D'accord? Une fois que j'ai cet angle-là, vous avez prolongé la direction de P. J'ai un angle droit ici. Pi sur 2 plus pi sur 2 moins alpha plus cet angle-là me donne pi radian. Conclusion, cet angle-là vaut alpha. Je répète, il faut me placer dans 2 triangles. Premier triangle, celui-ci, le grand là. Le gros là, attention. Ce grand là, là, j'ai alpha ici, pour ceux qui sont distants, j'ai alpha là, j'ai pi sur 2, donc forcément cet angle-là, avec 2 angles de cercle, sera pi sur 2 moins alpha. Maintenant que j'ai cet angle-là, je me place dans ce triangle-là, qui passe par G. G, ici, 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 ici. J'ai pi sur 2 là, j'ai pi sur 2 moins alpha, donc nécessairement là, là j'ai quoi? Ah, là j'ai alpha. Là j'ai l'angle alpha, comme ceci. C'est bon? Une fois que vous avez placé votre angle alpha, alors ça vous ne faites pas à chaque fois. Enfin, vous allez savoir que l'angle alpha, c'est entre P et la direction donnée par N. Là, voilà, et c'est là que les choses vont se compliquer pour vous. Il faut projeter ce vecteur P selon X et ce vecteur P selon Y. Donc je vous conseille de faire, sauf ceux qui sont à l'aise tout de suite, hein, ceux qui voient directement, ça fait moins mg sin alpha selon X et moins mg cos alpha selon Y. Allez-y. Mais ceux qui ne le voient pas, vous passez par ça. P scalaire X. C'est bête et méchant, c'est la projection scalaire du poids selon l'axe OX. Norme de P fois norme de EX fois le cos de l'angle orienté entre ces deux vecteurs. Donc norme de P. Norme de P. Allez, Thomas, on reprend ensemble de discussion. Thomas, on reprend. Norme de P. Mg, ouais. Fois la norme de EX. 1. C'est 1. Ouais, c'est un vecteur unitaire. Par contre, c'est là qu'il faut réfléchir. Quel est l'angle orienté entre le vecteur P et le vecteur EX? On regarde ensemble. P est là. EX, tu l'as là. Mais EX, il est comme ceci. En fait, il prend cette direction-là avec ça. Il est comme, selon ma créature, elle est très blanche. Ça va donc, Thomas, quel est l'angle orienté entre P et cette craie qui matérialise le sens et direction de X? Je t'écoute, Thomas. Donc là, tu as alpha,
Et alpha, tu l'ajoutes. Oui? Ouais, tu vois, tu arrives à le voir au tableau, c'est bon? En fait, là, tu as un angle droit. Entre ma craie et la direction ici, tu as un angle droit. Tu as pi sur 2 plus alpha. C'est bon? Tu arrives à le voir, Thomas? Ok? Donc cos, très bien. Alpha plus pi sur 2. Et cos alpha plus pi sur 2, Thomas, on termine, ça fait moins sin alpha. Voilà, donc je note au-dessus, par contre, attention, ceux qui sont en distance, je note au-dessus le résultat, ça fait moins mg sin alpha. Bien, composante du poids selon l'axe OX, moins mg sinus alpha. Ça, typiquement, si vous faites en brouillon ou en marge de votre copie pour être sûr d'avoir bon. D'accord? Bien, première chose. Deuxième chose. Regardez à la fenêtre. Deuxième chose, projection du poids selon l'axe OY. Selon l'axe OY. Allez, je vais demander, tiens, à qui j'ai plus les listes en tête. Théo, l'autre Théo, Théo Veillard. Bonjour Théo. Théo Veillard, bonjour. Ah, moi j'entends mal la Théo. Ouais. La projection du poids sur l'axe OY, ça donne quoi, Théo? Tu m'entends, Théo? Ah, moi je t'entends mieux là. Ah, j'en profite là, on a une ouverture, on y va. Théo, allez, là je t'entends mieux. Ah, projection, ouais, je t'entends bien, je t'entends beaucoup mieux. Projection du poids selon l'axe OY. Ça laisse le temps aux autres de réfléchir. On va projeter ce poids P selon l'axe OY, tu vois, qui est vertical ascendant comme ceci. Donc là, quel est l'angle? Ah, tu vois la craie blanche? Théo, tu vois quel est l'angle entre ce vecteur poids et la craie blanche? Ce vecteur poids et la craie blanche. Donc en fait, quel est, ici, cet angle-là? Pi moins alpha. Tout le monde le voit? Cet angle entre la craie blanche et le vecteur poids vertical descendant, c'est quoi? Ça sera l'angle plat, pi moins alpha. Bien, très bien. Théo, donc cos de pi moins alpha. Et Théo, cos de pi moins alpha. Ça fait quoi, cos de pi moins alpha? Oui, moins cos alpha. D'accord? Moins mg cos alpha. C'est bien ça. Moins mg cos alpha. Système de deux équations, vous voyez, c'est là qu'il faut ralentir. Pas de danger. Voilà, la dynamique, oui. Alors, la méthode avec les prolongements, c'était juste pour placer l'angle alpha au départ. J'en reparle? Pour placer quoi? Il n'y a pas de. Ça sera fait même en 30 secondes, rassurez-vous. Alors, je pars dans ce triangle-là, ce triangle rectangle ici, tu vois, tac, tac, tac. Rectangle dans ce point-là. J'ai un rectangle. Là, j'ai alpha. Pi sur 2, donc nécessairement ici, j'ai pi sur 2 moins alpha. Somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Donc là, j'ai alpha. Ici, j'ai pi sur 2. Attention, dans ce triangle-là. Tac, tac, pi sur 2 moins alpha. Une fois que j'ai placé pi sur 2 moins alpha, je change de triangle rectangle. Je me place dans le triangle passant par G. J'ai ce point-là. Il faut mettre des points. Et ici. Là, j'ai pi sur 2 moins alpha. Et là, passant dans cet angle-là, c'est alpha. D'accord? Je pense qu'elle peut pas mal me le répéter. Hein. Tout le monde, c'est important de le voir. C'est bon ou pas? Moi, je peux répéter. C'est bon? Ok? Nickel. Donc là, système de deux équations. On y va. Donc on aura, bon, je peux directement remarquer que t égale mg sin alpha. T égale mg sin alpha. Ici, donc t égale mg sinus alpha. Et m égale mg cos alpha. Là, vous avez fait le plus dur. Vous avez deux équations, une et deux. Vous avez fait la première étape, on traduit la condition d'équilibre mécanique de la boîte sur le plan incliné. D'accord? Première étape. Deuxième étape, on traduit la condition d'adhérence. Loi de Coulomb relative à l'adhérence ici de la boîte de craie sur le plan incliné. Donc deuxième étape, ici. Deuxième étape. Voilà, deuxième et dernière étape. On traduit la condition d'adhérence. Donc on traduit ici la condition. Monsieur, Oui. pourquoi vous voulez moi Attends, je mets juste ça. Ouais. Oui. en fait, on a des moins d'accord et moins. Ah, ok. Voilà. Tu vois?
En fait, tu as T moins mg sin alpha égale à 0, N moins mg cos alpha égale à 0. Et j'ai directement passé les deux termes à droite pour avoir des flux. D'accord? Alors, condition d'adhérence, pour ce qu'on a vu il y a 10 minutes, ben, si les frottements secs empêchent tout mouvement de boîte de clé sur le plan, le solide, on dit qu'il adhère à la paroi, tel que T inférieur strictement à FSN. Terminé. Qu'est-ce que je fais? Attention, je cherche l'angle alpha à partir duquel ça va commencer à bouger. Mais là, j'aurai l'angle alpha, d'accord, qui nous donnera voilà, la condition d'adhérence. Hein. Tant que alpha restera inférieur à une certaine valeur, ça ne bougera pas. Bah, on l'aura. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais remplacer les normes de T et N parce que j'ai obtenu un par projection. Vous voyez? Donc ça, je vais effacer ça. Ici. Donc là. Donc, ça c'est l'inéquation. Ça c'est une inéquation numéro 3. On réécrit la relation d'ordre 3 compte tenu des équations 1 et 2. Donc on réécrit ici. Voilà. La relation d'ordre 3 compte tenu des équations 1 et 2. Compte tenu des équations 1 et 2. En fait, je remplace T et N par leur expression. T vaut quoi? T vaut, mg sin alpha. Alors attention, des fois vous oubliez le Fs. N'oublie pas le Fs. Donc, coefficient de frottement statique, on ne l'oublie pas. N vaut quoi? N vaut mg cos alpha. Donc, mg cos alpha. Cette relation d'ordre est équivalente à quoi? Bon là, facile, hein. On simplifie par mg. Les deux membres de l'équation. On va doucement. On a sin alpha, sinus alpha, inférieur à fs cos alpha. Bon. Qu'est-ce que je peux faire après? Je peux diviser par cos alpha, différent de 0, ouais. Il faut pas que cos alpha soit nul, d'accord? Bon. Ici, cos alpha différent de 0, les deux membres de l'inéquation pour avoir du tangent alpha. Donc je divise par cos alpha les deux membres de l'inéquation. Donc je divise par cos alpha les deux membres de l'inéquation pour avoir du tangent alpha à gauche, inférieur à fs. Ouais. Soit, voilà, alpha, voilà, on l'a, alpha inférieur à arc tangente. Alors on va vérifier bien que l'argument de l'arc tangente est inférieur à 1. Ouais, fs comprend entre 0 et 1, c'est bon. Donc alpha inférieur à arc tangente fs. Donc je répète, pour ceux qui n'ont pas suivi, je divise par cos alpha les deux membres de l'inéquation pour avoir ici directement sin alpha sur cos alpha à gauche et avoir fs cos alpha sur cos alpha à droite. Donc j'ai tangente alpha à gauche et fs à droite. Bien, vous trouvez ça? Conclusion. Conclusion. Tant que alpha est inférieur strictement à arc tangente fs, la boîte de clé ne glisse pas. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tant que, très important, tant que alpha inférieur strictement à arc tangente fs, la boîte de clé adhère au support. La boîte de clé adhère au support, oui, mais c'est pas ce que je veux, moi. Ce que je veux, c'est la condition inverse. Condition ici opposée. Donc, condition inverse autant que, dès que alpha devient supérieur ou égal. Voilà, conclusion. Dès que alpha supérieur ou égal à arc tangente de fs, donc fs, coefficient de frottement statique, donc maintenant c'est dès que, dès qu'on a cette condition-là, la boîte de clé se met à glisser. Voilà. Donc le système, ici la boîte de clé, repérée par son centre de masse, le point G, la boîte de clé se met à glisser sur sigma. Voilà. Se met à glisser selon sigma. Voilà. Et d'ailleurs, ça permet d'estimer un ordre de grandeur de fs. Il est facile de relever un angle alpha. Si vous connaissez alpha, vous avez accès ici à un ordre de grandeur de fs, coefficient de frottement statique, entre les deux solides. D'accord? Voilà. Donc ça permet, je note, une estimation. Donc ça permet d'avoir une estimation du coefficient de frottement statique. J'ai mal, du coefficient de frottement statique, le fs. Voilà, coefficient de frottement statique, fs. Voilà. On fera l'étude également en TP. D'accord, étude numérique aussi de ce problème.
Voilà, fin du cours de dynamique. Vous voyez, un gros pavé dynamique du point matériel. Hein. Étude des mouvements de chute dans l'atmosphère, sans frottement, avec son numérique. Étude des mouvements balistiques, sans frottement, avec son numérique. Étude des mouvements angulaires, sans frottement, avec son numérique. Et là, étude des mouvements sur un support solide. Donc là, pareil, comme en cinématique, là on a déjà fait une dizaine d'exos. On va essayer d'en faire, on va essayer d'en faire 2 avant d'aller manger, 2. Encore un cet après-midi, un délai, ce sera bien. Comme ça, on aura fait, je pense, 12-13 exos cinématiques, on va faire pareil en dynamique. D'accord? Voilà. Comme ça, la semaine prochaine, nouveau chapitre énergétique, et en parallèle de l'énergétique, un peu de cours, beaucoup d'exos. Un peu de cours, beaucoup d'exos sur la dynamique du point matériel. D'accord? Voilà pour ce chapitre de dynamique du point matériel. Donc tout ça, évidemment, ce sera de bonnes questions de cours pour l'école la semaine prochaine à reprendre. D'accord? Bon. Alors, des exos de révision cinématique. Ah, des exos de révision cinématique. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien faire avec vous le 8, 14, 13. 8, 14, 13 en exo de révision. Et déjà, terminer le 8. Vous voyez l'exo sur le forain, le manège. On l'avait juste entamé mardi matin et on va le corriger ensemble. Alors quand je vais le corriger ensemble, j'aurai besoin de ceux qui sont en distance. Comme d'habitude, moi, les TD, je le corrige avec ceux qui sont en distance. Donc c'est ma façon de faire appel aussi également. Donc je vais vous interpeller quasiment tous dans la lumière qui suit ou cet après-midi pour corriger les exos. Comme ça, ceux qui sont présents avancent également à leur propre rythme. D'accord? Donc, bon, ça je peux passer là-bas. Voilà, donc on reprend l'exo numéro 8 de la fiche de TD, ici, TD 11 ou 12? C'est le 12? TD 12. Sur la cinématique du point, exo 8, ici, on avait juste écrit les équations horaires, R de T, θ de T. D'accord? Voilà, donc ça j'efface. Ici. Hop. Donc pareil, là je vais passer dans les rangs pour ceux qui sont présents, les aider, mais également moi je vais vous interpeller, c'est-à-dire que je vais également vous demander comment vous faites pour ici avancer dans cet exercice sur le tourné-manège. Bon, je peux arrêter d'enregistrer pour aujourd'hui, je pense.